Bonsoir. Dans ce numéro de Cybernétique, ce soir, nous allons parler de l'intelligence artificielle IA. C'est quoi l'intelligence artificielle? Quels sont les dangers liés à son utilisation? Ben oui, pour parler de ce sujet, ce soir, nous avons un invité sur le plateau de l'émission Cybernétique, un spécialiste du domaine. Il s'appelle Lassina Kouyaté. Lassina, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, avec lui, nous allons parler justement, comme je le disais, les dangers liés à son utilisation. Mais également, il sera question des avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle. Comme vous le savez, Bamako a abrité le Salon international du développement accéléré du numérique. Nous allons partir au cœur de ce salon pour vous parler des différents thèmes abordés au cours de ce salon et puis à la rencontre des panélistes qui sont aujourd'hui des experts dans le domaine du numérique. Vous verrez tout cela dans ce numéro cybernétique au cœur des innovations technologiques pour vous informer. Très bien, comme je le disais dans les titres, ce soir, nous allons faire un focus sur le Salon international du développement accéléré du numérique et SIDAN. Focus sur ce salon, comment ce salon a été organisé, est-ce que ça a été une satisfaction pour les participants? Notre reporter Maïmouna Guindo nous en parle. Le SIDA offre un espace propice aux échanges, partages et réseautages comprenant des masterclass de haut niveau axés sur la souveraineté numérique au Mali. Il offre surtout aux entreprises un espace de vente et de promotion, une aubaine pour les grandes et petites entreprises évoluant dans le domaine de la technologie. Nous avons voulu prendre part de cette cérémonie et surtout de ce salon, vraiment pour mieux promouvoir nos produits et nos services aux yeux de tous, et puis que ce soit sur le plan national ou international. La numérisation aujourd'hui, vraiment, c'est une tendance, une mode qui est inévitable. D'abord, ce salon pourra nous aider à avoir plus de relations. On a déjà eu beaucoup de contacts. On a présenté les matériels, comme vous le voyez, des fournitures de fibre optique. Voilà, nous avons eu des contacts, nous avons échangé des informations avec des personnalités vraiment très importantes. Je dirais que ça sera un atout pour nous, pour que Nadinet soit vraiment connu, non seulement en national, mais aussi en international. Parce que ce salon, on a vu des étrangers de plusieurs pays qui sont venus ici pour participer à ce salon. C'est pourquoi il a reçu la visite de futurs entrepreneurs, une occasion pour eux de s'imprégner du marché dans lequel ils s'apprêtent à investir. Le salon SIDA, je suis venu le visiter parce que tout d'abord, c'est un devoir pour moi en tant qu'informaticien, en tant qu'ingénieur. En plus de cela, voir que mon pays essaie d'aller vers de l'avant au niveau du numérique, c'est un énorme plaisir pour moi, donc d'où ma présence ici au salon. Ici, j'ai trouvé pas mal de choses. Il y a des solutions numériques, il y a des applications, il y a des équipements. En conclusion, il y a à peu près tout ce qu'il faut pour la technologie au Mali. Le SIDA sera le déclic pour mobiliser les talents et les initiatives, une des particularités parmi tant d'autres. Nous avons quand même eu sur le même endroit plus d'une vingtaine de stands, des entreprises, des sociétés publiques. Et aussi, nous avons eu plus de 3000 personnes qui se sont inscrites. Le premier jour, on a eu quand même la présence des hautes autorités, dont le Premier ministre et plusieurs ministres. Il y avait plusieurs représentants des ambassades et autres, et des chefs d'entreprise et même des structures internationales africaines. Donc, de ce point de vue, vraiment, ça a été quelque chose de particulier ici. Nous sommes ici donc pour dire que ce salon, c'est le lieu, c'est la grande messe qui met tous ensemble tous les partenaires nationaux et internationaux. Et nous sommes là pour accompagner, pour apporter notre contribution modeste. C'est vrai, nous sommes le principal sponsor, mais nous considérons que c'est une contribution parmi bien d'autres. Et nous sommes là aussi pour dire que ce n'est pas seulement pour cette édition que nous sommes là, mais aussi pour les éditions futures. Durant ces 3 jours, les participants venus d'un peu partout à travers le monde ont planché sur plusieurs activités. Le thème qui portait sur la souveraineté numérique et protection des données dans les pays émergents a été fortement débattu.
Très bien, nous allons partir maintenant à la rencontre des différents panélistes du Salon international du développement accéléré du numérique. Au cours de ce salon, quels sont les thèmes qui ont été évoqués durant 3 jours lors du Soudan? Notre reporter Awa Sidibé est allé à la rencontre des différents panélistes pour nous parler de l'utilité des différents thèmes évoqués au cours de ce salon. Suivons ensemble. Durant 3 jours, plusieurs acteurs du numérique se sont rassemblés au Salon international du développement accéléré du numérique SIDAN pour partager leurs connaissances à travers une série d'expositions. C'est là tout en mettant en avant leurs travaux ainsi que des sessions de débat autour des thèmes choisis pour l'occasion. Lors de la première journée, l'un des thèmes abordés par les panélistes était la transformation numérique. Quels sont les défis, quelles sont les opportunités pour le Mali? On a parlé de ce qu'il faut au Mali, qu'est-ce qu'il faut mettre en place en termes d'infrastructures, qu'est-ce qu'il faut avoir en termes de ressources humaines, qu'est-ce qu'il faut avoir comme solution de financement pour pouvoir être présent à la 4e révolution industrielle ou à la transformation numérique en général. Sachant qu'on tend de plus en plus vers un monde digitalisé, la souveraineté numérique a été au cœur de toutes les discussions. C'est pourquoi, au cours de la 2e journée du salon, plusieurs intervenants ont abordé des thématiques telles que la croissance des startups, la cybersécurité, l'innovation technologique. Le thème du panel aujourd'hui portait sur la cybersécurité ainsi que les infrastructures critiques. Donc le message qu'on a voulu passer à travers les échanges, c'était que l'État devrait maintenant s'intéresser plus à la protection des infrastructures critiques, n'est-ce pas, qui sont très importants pour le fonctionnement de l'État même, ainsi que des sociétés privées. C'est un panel qui était assez varié, où nous avons pu aborder les termes juridiques, mais aussi les problèmes techniques que nous rencontrons au Mali, et aussi dans la sous-région à l'application des lois qui régissent la cybersécurité. Les termes que nous avons abordés sont des thèmes qui sont essentiels dans un monde qui se veut digital. Et donc notre but, c'est vraiment tout d'abord de sensibiliser toutes les personnes qui ont accès aux outils digitaux, mais qui aussi donnent leurs informations en fait sur des plateformes qui peuvent être des réseaux sociaux ou même sur les sites web, en fait à les sensibiliser à l'aspect de la cybersécurité et à la protection de leurs données personnelles. Il y a d'abord la question d'écosystème entrepreneurial en Afrique qui a été débattue. Après le débat sur l'écosystème, nous sommes passés à l'environnement en fait. En fait, pour un soutien aux startups, il faut un financement adapté pour les start-upers. Côté entrepreneurial, de plus en plus, nous avons de jeunes entrepreneurs ou de jeunes étudiants qui ont le niveau, qui savent très bien développer, qui ont de beaux projets. Donc si l'environnement suivait ces jeunes-là, on peut être un pays de start-up nation. Les participants, principalement des jeunes, ont échangé avec les panélistes à travers une série de questions. Ils se montrent satisfaits de cette initiative et espèrent qu'elle perdurera. Le monde d'aujourd'hui marche avec le numérique. Donc que ce soit dans n'importe quel domaine, on a besoin du numérique. Raison pour laquelle j'ai décidé de venir et d'avoir des idées dans mon domaine aussi. Et j'ai appris de certaines erreurs. Je sais que si je vais me relancer dans d'autres choses, ça pourra encore m'apporter beaucoup plus. Un panel que je trouve très très intéressant parce que c'est un panel qui parle du numérique. Alors que tout ce qui est numérique, ça me va. La digitalisation, donc c'est un domaine qui peut s'appliquer à tous les secteurs. Déjà les difficultés que les start-upers ont aujourd'hui au Mali. Donc il y a cela, il y a aussi surtout le financement des entreprises qui est vraiment crucial. C'était vraiment intéressant. Le thème de cette première édition du Salon international du développement accéléré du numérique SIDAN, qui s'est tenu du 4 au 6 décembre, avait pour thème souveraineté numérique et technologique, défis et visions.
Ben oui, très bien, comme vous venez de suivre ce reportage de Awa Sidibé, oui, la transformation numérique, il en a été question au Centre international de conférence de Bamako à la faveur du Salon international du développement accéléré du numérique SIDAN, mais aussi il a été question de l'intelligence artificielle. Les experts ont échangé là-dessus, comment faire en sorte que l'intelligence artificielle soit un atout du développement. Oui, cette nouvelle donne qui est en train de bouleverser le monde du numérique mérite d'être débattue. Et voilà, notre reporter Astanso est allé à la rencontre des experts pour essayer de parler véritablement de l'intelligence artificielle. Alors suivons ensemble avec Astanso pour parler véritablement de l'intelligence artificielle. L'IA, l'intelligence artificielle, le système permettant d'accélérer les applications stratégiques, d'améliorer la visibilité sur les données, d'en optimiser la protection et d'améliorer l'agilité fonctionnelle. L'IA, c'est la révolution dans la révolution. On a connu la révolution numérique qui est vraiment déjà assez disruptif en termes des usages. Et on se retrouve maintenant face à une deuxième révolution qui vient accélérer la première révolution elle-même. C'est ça en fait le concept de l'IA aujourd'hui, c'est de venir remettre en question tout ce qui a été déjà dit et repartir encore sur le nouveau paradigme. Caractérisée comme étant une évolution significative dans le monde numérique, l'IA se positionne en une place de choix. Il s'agit donc pour les acteurs du domaine de mieux s'outiller sur la question. Il s'agit aussi de démystifier l'IA. Parce que penser à l'IA uniquement en termes de risque sur l'écosystème du numérique serait peut-être un faux départ. Il s'agit surtout en fait de plutôt expliquer en quoi est-ce que l'IA aujourd'hui d'une façon ou d'une autre s'impose à nous et que cela fait partie maintenant d'une évolution qui est, on va dire, incontournable et que cette évolution en fait il faut qu'on la prenne à bras le corps, qu'on prenne le taureau par les cornes très rapidement. Donc c'était un peu le message qui a été retenu suite au panel dédié à l'IA. Maintenant il faut savoir que bon, l'IA forcément il y a les aspects positifs, il y a les impacts concrets que l'IA va avoir. Mais il y a effectivement des aspects qu'il faut rapidement cerner et maîtriser et surtout anticiper avec la loi. Pour optimiser le travail et améliorer les rendements, l'utilisation de l'IA semble indispensable pour mener à bien le combat de la cybersécurité. L'un des concepts inhérents à l'IA, c'est l'automatisation. L'automatisation va venir régler un problème majeur, c'est la limite des capacités humaines à pouvoir exécuter certaines tâches. Donc, dans le cadre de la cybersécurité, les tâches de surveillance et les tâches de réaction ne sont plus aujourd'hui gérables par l'être humain. Donc, on n'a pas d'autre choix que de se reposer en particulier sur l'IA pour augmenter nos capacités en cybersécurité. Donc, l'IA, oui, va intervenir de façon forte et décisive dans tous les enjeux de cybersécurité. Au-delà de combler le vide laissé par les capacités humaines, l'IA est un tremplin pour les entreprises numériques de se frayer un chemin dans l'échiquier mondial du cyberespace. Occasion opportune pour les entreprises de produire plus de données. Il ne s'agit même pas uniquement de cybersécurité, nous devons utiliser l'IA comme un accélérateur de croissance. Avant d'en arriver à la cybersécurité, il faut d'abord que nous produisions de la donnée, que nous soyons productifs, que nous ayons une offre de services forte dans le domaine des technologies, que nous puissions proposer plus de services de façon générale dans le domaine du numérique. Et ça, l'IA va nous aider là-bas aussi. L'IA va nous permettre d'avoir une offre de services plus conséquente, plus convaincante de façon générale. Donc, les enjeux de cybersécurité vont venir après en fait. C'est quand nous aurons une offre de service conséquente qu'il va falloir protéger cette offre de service en fait. Il va falloir protéger les systèmes et les infrastructures qui sont derrière cette offre de service dans le cadre de la cybersécurité. Les questions liées à l'IA, l'intelligence artificielle dans l'écosystème numérique malien sont prises à bras le corps lors de ces incidents. Il s'agit non seulement d'évoquer les opportunités, mais aussi faire face aux défis que celle-ci peut comporter en termes d'écosystème numérique malien. Ben oui, justement, pour parler de l'intelligence artificielle, je suis avec l'expert en cybersécurité, Lassina Kouyaté. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de suivre ce reportage sur l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que vous pouvez rebondir par rapport à ce qui a été dit dans ce reportage-là? Oui, effectivement, les gens qui ont été interviewés ont dit pas mal de choses qui sont très véridiques.
qui sont pointueux et d'actualité sur l'IA. Ils ont presque pas mal tout dit. Mais l'intelligence artificielle, pour dévulgariser un tout petit peu cette intelligence artificielle-là, c'est l'ensemble de programmes. Hein. Il faut le savoir, c'est des programmes informatiques qui sont faits pour gérer certaines tâches qui demandent l'intelligence humaine en temps normal. Et ces tâches sont le fait d'avoir une capacité d'apprendre. Il y a des tâches, des séquences qui sont là. L'intelligence artificielle est capable d'exécuter des tâches, mais d'apprendre après le résultat et de faire le point sur le résultat pour corriger son programme. C'est ça qui est la différence. Les programmes normaux que les informaticiens ont l'habitude de faire, c'est des séquences. C'est comme si je vous donne des recettes et des ingrédients pour dire qu'au final, vous aurez un gâteau. Ils vont exécuter ces tâches-là, mais à la limite près. Mais l'intelligence artificielle, à l'instar de ça, peut s'occuper de ces éléments, mais pour apprendre est-ce que la recette a été bonne ou pas. Et revenir sur son code pour refaire la séquence pour avoir un résultat assez précis. Donc voilà les deux différences entre les programmes classiques et l'intelligence artificielle. Alors l'IA, c'est une révolution dans une révolution. Alors est-ce que cet écosystème numérique qui s'impose aujourd'hui, quels sont ses enjeux ? L'enjeu de l'IA, c'est deux aspects. On peut avoir un aspect sur l'interaction vue homme-machine et une interaction aussi sur tout ce qui est avantage dans le développement du pays ou désavantages aussi. Maintenant, quand on regarde le côté avantage, on peut voir des domaines d'application où l'IA peut donner positivement des résultats qui sont assez considérables, comme par exemple la finance et aussi la médecine, qui est vraiment considérable. Aujourd'hui, il y a des centres de recherche en médecine qui sont là, qui travaillent beaucoup avec l'IA, qui est capable de leur donner des données précises sur le diagnostic, par exemple. Des données laboratoires où les gens peuvent faire des diagnostics et avoir un résultat précis. Et ça aide les chercheurs de la santé à pouvoir cibler leur activité. Ensuite, on peut aller sur le domaine de la finance. Il y a des systèmes IA où des grosses structures travaillent avec aujourd'hui. FinTech. Voilà, exactement. Et qui aident à identifier des fraudes fiscales, des problèmes sur les transactions internationales, des tris sur les transactions, même pour la bourse aussi, etc. Donc ça a des avantages sur ça. Et aussi pour les pays qui sont un peu plus sous-développés, l'IA peut les aider beaucoup plus sur les manufacturing, c'est-à-dire les usines, pouvoir les aider sur la chaîne de production, etc., etc. Sur le domaine du transport, il y en a aussi. Vous pensez qu'aujourd'hui, est-ce que l'intelligence artificielle est une solution pour lutter contre la corruption ? Si, l'intelligence artificielle peut lutter contre la corruption, justement. Parce qu'actuellement, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il faut avoir beaucoup de données. Il y a un monsieur qui est passé qui l'a dit, il faut donner une offre de service qui permet une collecte grandiose des données. Aujourd'hui, quand on a un État qui ne parvient pas à gérer beaucoup plus le problème de fraude ou les problèmes de corruption, il faut des données. Il faut tout centraliser vers la digitalisation. Alors aujourd'hui, le Mali le fait, que ce soit les données sur la population. Une fois qu'on rentre ces données-là, par exemple l'identification unique de la population, les données biométriques de la population, et aussi les banques doivent s'aligner. Et aussi les opérateurs téléphoniques qui font les transactions mobiles. Par exemple, Orange Mali, on peut leur donner, ça dépend de l'État, leur dire qu'il faut limiter le nombre de puces par une seule personne, une seule puce. Maintenant, si ces politiques sont adoptées, les transactions seront faciles à surveiller. Maintenant, il s'agira juste de développer une IA qui sera derrière, qui va essayer de surveiller et de faire des signalisations auprès de l'État. Ça peut aider. Alors, dès qu'on parle de l'intelligence artificielle, tout le monde voit le domaine de robotique. Alors, oui. Et quelle est la différence entre l'intelligence artificielle et robotique ? C'est vrai. En fait, il y a une nuance assez importante entre la différence entre l'IA et la robotique. Beaucoup plus quand on dit intelligence artificielle, on voit des robots humanoïdes. Psychologiquement, on se dit que voilà, c'est des robots qui vont venir, etc. Mais l'IA n'est pas ça. L'IA est un outil qui permet aux robots d'agir ou d'interagir. L'IA, si vous le voulez, c'est comme des séquences de programmes, c'est des codes, c'est comme un ordinateur qui est là, qui peut être embarqué sur toute chose. Ça peut être embarqué sur une voiture, qui est différent d'un robot humanoïde qui marche, mais ça peut régler certaines choses de la voiture en fonction du pourquoi il est programmé. Ça peut être mis sur un ordinateur, sur une tâche spécifique. Justement, on vit à l'ère des IA qui font des tâches spécifiques. Et dans cet ordinateur, on peut l'exploiter. Il y a des IA qui sont là uniquement spécialisés sur des textes. Ils génèrent que des textes. Ils sont capables de comprendre son interlocuteur, mais de générer des réponses qui sont assez cohérentes vis-à-vis de la situation. Il y a des IA qui sont là pour générer uniquement des images.
des tableaux, des images photos, etc., etc. Donc chaque IA est dédiée, qui peut être complètement différent, complètement séparé des robots. Alors quels sont les domaines d'application de l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle peut être appliquée dans tous les domaines. Il suffit de le programmer, de le concevoir sur le domaine précis dont on veut qu'il agisse. Je disais dans la surveillance gouvernementale, qui est très très bien. Par exemple, si on a des données sur la population, des données qui sont vraiment assez suffisantes, l'État peut donner des programmes de surveillance générale sur la population, dans le but de la sécurité, bien sûr. Les caméras de surveillance, la reconnaissance faciale, des gens qui sont suspects ou qui sont signalés, etc., dans le domaine de la sécurité. Ça peut aussi ficher les casiers judiciaires des gens qui ont déjà fait, la prison ou qui ont déjà été incarcérés, et après leur suivre. Je ne dirais pas de toucher à la vie privée, mais d'aider dans des cadres un peu plus restreints sur ces surveillances-là. Alors, son influence aujourd'hui dans notre vie quotidienne est considérable. Oui. Alors, comment faire en sorte un peu de se départir, de quitter dans ça? Parce que l'intelligence artificielle est devenue comme si on ne peut même pas vivre encore sans ces outils-là. C'est vrai qu'il y a une dépendance. Il y a une dépendance qui se signale et de jour en jour, ça s'amplifie. Les gens utilisent pas mal l'outil, jusqu'à ce qu'ils sont en quelque sorte obligés de l'utiliser dans leur quotidien. Aujourd'hui, il y a des IA qui sont parfaites. Je prends l'exemple de ChatGPT, dont les gens utilisent beaucoup plus, qui est capable de comprendre tout type de problématiques qu'on peut lui poser et qui peut donner des conseils et qui aide beaucoup aux gens. Alors, à la longue, ça créera une insuffisance cognitive. Du coup, l'être humain sera beaucoup plus paresseux à faire les tâches quotidiennes. On donnera plus confiance à la machine qu'à la réflexion humaine. Ça, c'est un danger en quelque sorte. Et il y a une sensibilisation qui doit se faire sur l'utilisation, le flux d'utilisation des intelligences artificielles. Alors, je voulais dire, quels sont les dangers liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Oui, il y a des dangers liés à l'utilisation. Il y a des dangers aussi qui sont liés même au fait que ça existe. Par exemple, je prends l'exemple des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens ne donnent pas assez d'importance sur leurs données sur les réseaux sociaux. D'autres disent même que j'ai oublié mon compte Gmail, j'ai oublié le mot de passe, etc. Ils négligent. Alors que ces comptes-là sont là pour collecter des données qui sont utilisées via les intelligences artificielles qui sont contrôlées par d'autres pays. Je prends l'exemple de Facebook. Facebook a développé leur intelligence artificielle qui s'appelle DeepFace. Et ce DeepFace est capable, de par les photos qui sont uploadées sur la base de données de Facebook, de reconnaître tout un chacun. Aujourd'hui, vous, Tamsir, Facebook est capable de dire que vous êtes Tamsir Diabaté, vous travaillez à ORTM, vous avez tel ami, vous avez tant, etc. Facebook est capable aujourd'hui de le dire. Oui. Les traçabilités sur le fait des voyages. Aujourd'hui, Facebook peut tracer le déplacement des gens. Et aujourd'hui, les gens ne désactivent pas. Il y a des moyens pour désactiver ça, mais ils ne désactivent pas. Et donc, ces données sont collectées et redonnées aux tierces ou revendues même aux tierces des entreprises, etc. Aujourd'hui, les téléphones écoutent les gens. Tout le monde le sait. Il y a Apple qui a dit... Le téléphone écoute comment? Même si tu n'es pas en communication? Oui, même si on n'est pas en communication. Alors, il y a eu des débats sur ça. Ils ont dit que non, il y a des codes et des mots-clés qui font que le téléphone va lancer l'écoute pour que l'intelligence artificielle peut vous parler. C'est le fameux D-Siri avec les épaules et les fameux OK Google avec les Android. Mais je vous pose une question. Si le téléphone n'écoute pas, comment il attend le D-Siri? Ça veut dire qu'il est dans une écoute constante qui est là. Et ces écoutes-là sont traçables. Aujourd'hui, avec le compte Google, on peut tracer les vocaux qu'on a dit. Il suffit juste de dire dans les débats que vous faites « OK Google ». Après, le téléphone écoute et après, on peut retracer tous les vocaux qui ont été enregistrés via votre compte Google. Donc ça, c'est des petits dangers. Ça, ce ne sont pas des petits dangers. Ça, oui, justement, dont les gens doivent être sensibilisés. Aujourd'hui, il y a les intelligences artificielles aussi sur ces réseaux qui donnent des contenus et qui sont très très difficiles dans la gestion géopolitique de l'État. Aujourd'hui, quand on prend Facebook ou TikTok ou Snapchat, etc., il y a derrière des intelligences artificielles qui trient le contenu de ce que vous voulez et qui vous donnent. Aujourd'hui, les gens qui sont derrière les activistes, qui font des vidéos en ligne, etc., on rentre dans mon profil Facebook, les vidéos qui sont visibles sont différentes des vidéos que vous voyez. Donc il y a une intelligence artificielle bien et belle qui est là, qui gère ça. Et ça nourrit la conviction des gens, parce que si moi je suis beaucoup plus actif sur les activistes, je ne regarde que leurs vidéos, et ben c'est ce contenu qui sera donné. Alors, ça serait la toute dernière question. Alors, au regard de tous ces enjeux, de tous ces dangers, oui. Alors qu'est-ce qu'un État doit faire pour protéger
les données de sa population? C'est une question très difficile parce que fédérer une intelligence artificielle ne se fait pas au point des États, au niveau des États. Il doit y avoir une fédération internationale qui va fédérer ou régir des lois internationales qui peuvent contrôler un tout petit peu l'utilisation de ces IA. C'est très très difficile pour un État. Alors l'État peut faire quoi? Faire des campagnes de sensibilisation, beaucoup plus. Donner la parole aux ingénieurs, donner la parole aux gens qui connaissent psychologiquement qu'est-ce que ça peut donner, etc. pour sensibiliser beaucoup plus la population. Et pour combattre ces fléaux, il y a juste que la sensibilisation qui peut fonctionner. Voilà, c'est ça, justement, soyons prudents et vigilants quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie du programme de l'ORTM. Retrouvez cette émission sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Vous qui nous suivez sur Facebook, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour d'autres numéros de l'émission cybernétique. Ensemble, rien ne nous résistera.